Merci beaucoup, cher professeur Ousfeha. Le temps a été respecté et je pense qu'on passe à la deuxième présentation de suite et après on fera une séance de discussion. Donc la deuxième présentation est intitulée Les outils moléculaires de caractérisation des erreurs innées de l'immunité avec M. Abdelrahman Moundir. C'est Abdelrahman Moundir est un étudiant PhD student qui va soutenir Inch'Allah Al-Am, qui a publié plusieurs articles en arabe, en français et en anglais. Et il va nous parler un peu de comment arriver à faire ça. Et donc, hier, il a eu l'acceptation de son papier dans Clinical Immunology sur la prédisposition génétique des affections sévères de façon globale. On a recherché systématiquement une prédisposition, pas sur des critères cliniques, et en même temps avec Sadel Aïssaoui. Elle est là, Sadel Wissal. Sadel Aïssal, son article a été publié sur la prédisposition génétique dans le service. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de discuter, d'échanger à propos les avancements de nos travaux et aussi les progrès réalisés au sein du laboratoire Lycia. Alors, les erreurs innées de l'immunité, c'est un univers qui est en pleine expansion. Donc là, après la découverte de la gamma en 1952, il y avait aussi l'identification des déficits immunitaires classiques, les SCID, les KID, etc. En 2010, on est abouti à la caractérisation d'environ 200 déficits immunitaires. Et dernièrement, avec l'avènement de la technologie NGS, on a une expansion rapide du spectre génotypique et le phénotypique, de sorte qu'on a pensé à changer la nomenclature de ce groupe de maladies, de déficit immunitaire, à une nomenclature qui est plus exhaustive, les erreurs innées de l'immunité. Et comme l'a précisé le professeur Bousfeha, ces maladies-là, ils sont certes, c'est individuellement rares, mais collectivement, ils sont très très communs. Là, le début de cette caractérisation de ces maladies-là était basique avec une observation clinique, les tests fonctionnels, la cytométrie, le dosage des immunoglobulines, etc. Mais avec l'avènement du le séquençage sanguin, PCR et la NGS, il y avait surtout la NGS, elle a bouleversé cette caractérisation moléculaire des AI. Et aussi, il y a des technologies de pointe qui s'échauffent comme l'épigénétique, les multi-omics, CRISPR-Cas9, etc. Donc, au Maroc, on voulait évaluer un peu le terrain moléculaire. On a mené une étude nationale multicentrique rétrospective de janvier 2010 à août 2022. Et on avait comme objectif, c'est d'évaluer l'expérience marocaine en matière de tests génétiques et de rapporter les principales caractéristiques et les difficultés rencontrées lors du diagnostic moléculaire et surtout dans la routine clinique. Donc le résultat, principalement, on a trouvé que 29% des patients ont bénéficié d'un diagnostic moléculaire. Et c'était surtout dans le cadre des collaborations internationales, 60%, et 40% dans le cadre des projets de thèse. Et si on compare ce chiffre-là, 29%, avec le registre français, le registre français d'ailleurs, il possède un taux de couverture de diagnostic qui est très élevé par rapport aux pays occidentaux. Donc on a 51,6%. Donc, même avec cet écart des moyens, nous ne sommes pas très loin de ce qui est un peu acceptable. Donc là, avant de parler de cette figure, je pense qu'il y a une diapo qui manque là. Alors,
Ce whole exome séquencé, c'est une manière de faire la NGS. Il nous a permis de détecter 7 nouveaux défauts génétiques. Le SNORA31, c'est un gène parmi les premiers gènes où on a détecté une implication de l'épigénétique dans les déficits immunitaires, et cela nous a permis de publier dans des journaux reconnus, comme vous voyez ici, Nature Medicine, Cell, GEM, etc., ce qui permet de s'afficher dans des publications qui sont très réputées. Alors, de point de vue biotechnologique, la NGS, pourquoi elle a pu bouleverser le domaine de diagnostic moléculaire, que ce soit pour le cancer ou pour les déficits immunitaires? Parce qu'on peut l'appliquer de plusieurs manières. Premièrement, il y a le panel de gènes, le whole exome séquencing. On capture des régions cibles et puis on passe à l'amplification, puis au séquençage. Le whole génome, il n'y a pas d'étape de la capture comme vous voyez ici. Et pour les technologies, principalement, il y a deux types de principes de séquençage. Il y a le séquençage qui se fait par synthèse ou le séquençage qui se fait par ligature. Ici, on ne va pas trop entrer dans les détails techniques. Un seul exemple ici, le pyroséquençage, c'est la technologie de Roche. Il y a aussi la technologie de Illumina qui est très connue. Donc là, on a l'attachement de nucléotides. Il faut... Voilà. Je disais que le pyroséquençage, c'est un type de séquençage de synthèse. Le séquençage de synthèse, il est basé sur l'attachement de nucléotides ici, le nucléotide qui va être complémentaire de notre brin de référence, et il y a le pyroséquençage qui est le résultat de cette réaction. Ce pyroséquençage, il va déclencher une cascade de réactions enzymatiques pour aboutir à la fin à l'émission d'une lumière, et cette lumière sera captée par un capteur CCD et interprétée par un programme bioinformatique qui va analyser et définir le nucléotide déterminé. Donc, pour le séquençage, tout le monde peut faire du séquençage, mais l'étape la plus cruciale, c'est l'analyse des données générées. C'est une très grande quantité d'analyse qu'on doit faire après le séquençage. Donc, vous voyez ici, il y a des outils moléculaires basiques pour l'alignement et pour l'appel des variantes. L'analyse avancée, là, on a plein d'outils. Ça dépend des critères, la fréquence allélique, la structure, la prédiction et l'épreuve scientifique. Et comme vous voyez ici, souvent, ce qu'on utilise dans le laboratoire, c'est le CAD et ClinVar et le VEV. C'est déjà pas mal. Donc, comme l'a bien précisé le professeur Boussreha tout à l'heure, la théorie génétique des maladies infectieuses, cette prédisposition d'infection, c'est une sorte d'interaction qui se fait entre plusieurs facteurs, les facteurs génétiques, microbiologiques et microbiologiques et écologiques, comme vous voyez ici, et immunologiques. Ça veut dire les mutations qui se font durant la vie du patient. Là, on a ce qui est, je vais dire, le processus dogmatique de cette prédisposition. Donc, pour le processus dogmatique de cette théorie, c'est qu'il y a un phénotype infectieux, on détermine la voie qui est responsable de ce phénotype, et puis on détermine le gène défectueux. Donc là, partant de ce principe, on se posait la question, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Est-ce qu'il y a des défauts génétiques qui vont prédisposer au sepsis? C'est une infection grave
on le connaît tous, il y a pas mal de patients qui entrent au service pour le sepsis et les affections graves. Et pour répondre à cette question, nous avons mené une étude, cette fois prospective, afin d'évaluer la contribution des AI dans le développement des affections sévères, sepsis et choc septique, et on a évalué l'efficacité de séquençage pour mettre en évidence sa valeur ajoutée, et aussi mettre en place un protocole standard d'analyse bioinformatique. Donc, dans les résultats, on a trouvé que 13% des patients avec sepsis ont présenté des variants AI et 22 patients, 15%, de l'autre groupe, les affections sévères, avec aussi des variants AI. Donc pour les variants, on avait 43% des variants qui sont nouvellement rapportés et 36% des variants likely pathogéniques selon ce qu'on appelle les guidelines, SMG guidelines. Donc là, les conséquences moléculaires, c'est le missense dans la première place, splice site, nonsense, frameshift, etc. Et pour la répartition de ces variants dans les différentes classes des déficits unitaires, on a des variants dans les immunodéficiences combinées, l'auto-immunité et les déficits en anticorps. Donc l'analyse in silico, comment on a procédé? Premièrement, on a priorisé les variants dans les gènes II, et puis on a sélectionné des variants dont la fréquence de l'allèle qui est inférieure à 0,01, donc ils doivent être des variants extrêmement rares, comme vous le voyez ici, notre mutation de NCSTN qui se trouve là avec une fréquence allélique qui est très faible et un CAD score qui est très élevé. Vous voyez ici les outils qu'on a utilisés. Et pour avoir une interprétation plausible, on doit travailler dans le cadre de ce qu'on appelle Evidence Framework. Ça veut dire qu'il faut respecter tous ces critères qui sont là pour avoir assez de preuves et pour juger que cette variante, est-ce qu'elle est pathogène ou non. Donc on a détecté 28 variants et je vous montre ici 3 exemples. Par exemple, le défaut en complément, C6, on a trouvé un argument qui est très fort, le PVS1. PVS1, ça veut dire que le variant est nul dans un gène où la perte de fonction est un mécanisme connu de la maladie. Mais même avec cet argument-là, on doit chercher d'autres arguments qui vont renforcer notre interprétation. Il y a aussi le PM2, PM3 et PP3. Et pour le gène RELB, que vous voyez ici, on a trouvé des arguments comme le PM1, ça veut dire que cette mutation est située dans un point chaud, mutationnel. PM2, c'est une fréquence extrêmement faible, comme cette mutation-là. Et PP3, plusieurs preuves computationnelles. Donc toutes les preuves de la bioinformatique ne sont comptées que pour un seul critère, un seul argument. Donc avec tous ces arguments-là, la variante, dans la classification, la variante reste avec une signification incertaine. Donc cela ne signifie pas que cette mutation n'est pas délétère, mais on a besoin encore d'autres preuves pour renforcer notre interprétation. Donc les perspectives et les orientations futures, il y a une deuxième partie qui est en cours. On s'attend à détecter des nouveaux gènes et des nouveaux mécanismes moléculaires et des voies de signalisation. Et ceci ne peut se faire que dans le cadre des consortiums pour réaliser des Genome-Wide Association Studies. Comme vous le voyez ici, il faut chercher les points en commun avec d'autres cohortes. Exploitation des résultats génétiques, il faut améliorer la prise en charge de ces patients
et le conseil génétique aussi pour les familles. Il faut aussi sensibiliser les médecins afin qu'ils évoquent toujours ce déterminisme génétique lors des infections sévères et le sepsis. Il faut renforcer les capacités si on veut implémenter la NGS en routine. Et il y a le point qui est très important, c'est la base de données nationale qui doit être mise à jour. On doit définir la prévalence, la vraie prévalence des AI au Maroc. Il y a aussi le recensement des variantes génétiques locales. Je pense que la doctorante Nassima travaille là-dessus. Et le développement d'un algorithme, pourquoi pas, un algorithme de diagnostic adapté. Donc je tiens à remercier tous les gens qui ont bénéficié et qui ont contribué à ce travail. Merci à vous.